Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Nous allons consacrer cette matinée à un thème extrêmement important et sensible qui est donc l'enseignement privé en France et notamment l'enseignement islamique, car comme vous le savez, l'école est un creuset de l'intégration. Mais en France, il y a deux systèmes. Il y a l'école publique de la République et vous avez l'école privée. Toutes les grandes familles religieuses et spirituelles disposent d'institutions scolaires pour leurs enfants. Les musulmans, qui aujourd'hui ont de plus en plus des demandes à ce niveau-là. Taïeb Choueiref, bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignant et vous connaissez très bien ce sujet. À côté de vous, Abdouadoud Gouro, bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études islamiques. Mais avant de revenir vers vous, regardez avec moi ce document qui, précisément, propose la question de l'école privée, l'exemple de Saint-Denis de la Réunion, où une école musulmane existe depuis 1947. Regardez. Depuis 1990, l'école franco-musulmane de la Médersa à La Réunion bénéficie d'un contrat d'association avec l'État. La rentrée s'est faite hier, comme dans tous les établissements de l'île. Comme toutes les écoles de France, l'établissement est sous le contrôle du rectorat, qui assure le salaire de 5 enseignants. À Médersa, les enfants vont jusqu'au cours élémentaire, première année. Ensuite, ils sont orientés dans une autre école choisie par leurs parents. Fondé en 1947, l'établissement accueille des enfants de toute confession religieuse, mais l'établissement n'a plus besoin de publicité. Je sais comment il ne faut pas parler. Pour l'instant, il y a une liste d'attente pour les tout petits. Et justement, l'effectif a été trop nombreux cette année. Donc, l'école est connue actuellement. Auparavant, on cherchait les enfants, ils manquaient dans les classes. Mais maintenant, ça va. Enfin, la Médersa ne déroge avec aucune règle. C'est d'ailleurs l'heure du goûter. Taïeb Choueiref, ce document, qu'est-ce que vous en pensez? Il nous présente une situation concrète. Exactement. On voit bien dans le sujet que vous présentez que cette école à Saint-Denis de la Réunion a à la fois toutes les exigences et toutes les obligations d'une école publique classique et qu'elle apporte en plus, donc aux enfants qui y sont intégrés, quelques éléments de l'éthique musulmane. Et en même temps, elle est ouverte aux enfants de toutes origines, de toutes confessions. C'est un bon exemple, à mon avis, de ce que est en train de devenir l'école privée musulmane en France, dont on pourra reparler par la suite. L'histoire de cette école de Saint-Denis de la Réunion, car c'est la première, date de 1947. Mais elle n'est sous contrat d'association que depuis 1990. 90. Alors, Abdelwadoud, justement, que vous inspire ce document? On se souvient aussi que c'est à La Réunion aussi que la première mosquée en France a été établie. Donc on voit que finalement dans l'histoire de la République française, de la France, les rapports entre les musulmans et l'État, les confessions religieuses et l'État, et en particulier l'islam, peuvent s'organiser effectivement sur la base d'entente, d'accords. Et cet exemple, cette réussite, on pourrait dire, d'un contrat, entre guillemets, entre l'État et une école privée islamique, ouverte, comme on l'a très bien dit, ouverte à tous, qui n'est pas réservée simplement aux musulmans, montre comment il est possible aujourd'hui, même pour les musulmans, de travailler aussi en collaboration, en coopération avec l'État français, la République française, dans un objectif éducatif et pédagogique. Ça, ce sont des orientations très communes. Il y a d'abord une histoire législative, réglementaire en France de la question de l'enseignement privé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, précisément, quel est le socle juridique de cet enseignement en France? Très rapidement, le socle juridique, c'est la loi de Bray de 1959, donc, qui pose les exigences pour qu'un établissement, qu'une structure puisse être reconnue par l'État et être sous contrat, comme on le dit. Et l'école de Saint-Denis de la Réunion que nous venons de voir est la première à avoir bénéficié de ce statut. Et il y en a une seconde en 2008, donc c'est très lentement que les choses avancent, mais enfin, elles avancent en ce sens, tout à fait. En 2008, donc, le lycée Averroès a bénéficié lui aussi de ce statut, donc, de lycée qui se trouve à Lille, et dont on pourra peut-être revenir par la suite au vu de ses résultats et au vu de l'excellence, disons, de son travail. Donc, effectivement, cette loi donc, pose comme cadre juridique d'abord la conformité au programme de l'éducation nationale, ça c'est très important. C'est-à-dire il faut que
le programme de l'éducation nationale soit enseigné. Tout à fait. Il faut donc aussi, pour prouver cela, que des inspecteurs de l'éducation nationale viennent dans la structure évaluer le travail fait, voir un peu quel est le type d'enseignement qui est transmis, les méthodes pédagogiques, etc. Et surtout, effectivement, le programme, la conformité donc au programme. Abdoulaye Gourou, au-delà du cas particulier, qui est un cas d'école, si j'ose dire, celui de Saint-Denis de la Réunion, depuis quand la demande musulmane en métropole commence à se ressentir pour une école islamique? Mais je crois que, comme les autres communautés d'ailleurs, avant les musulmans, les catholiques, les juifs, c'est assez rapidement que dans le contexte français, dans le contexte de la laïcité à la française, on pourrait dire, qui est une exception, d'une certaine manière, dans l'Europe, puisqu'on voit que dans d'autres pays européens, l'enseignement confessionnel peut être intégré aussi dans les établissements publics. En France, effectivement, on peut même remonter jusqu'à 1880, avec les lois de Jules Ferry, non, qui avaient une conception d'ailleurs de laïcité assez ouverte et assez tolérante, plutôt la laïcité neutralité et pas celle de la séparation. Je crois que finalement, lorsque les musulmans ont commencé à s'organiser, d'abord pour la priorité, celle d'avoir des lieux de culte, ils ont compris aussi la nécessité pour les générations futures qui étaient nées en France, qui étaient aussi des musulmans, d'accord, mais aussi français, des citoyens français. Et l'école, l'enseignement privé islamique, effectivement, a eu aussi cet objectif principal au début des années 80-90, voilà. Taïb Chouiré, qu'est-ce qui explique le fait que les musulmans, aujourd'hui, souhaitent également un enseignement cultuel, religieux, conforme à leur... Qu'est-ce qui a motivé ces demandes? Alors, il y a des motivations assez diverses. Il y a d'abord, je crois, dans l'éthique musulmane elle-même, une très forte incitation à la recherche de la connaissance. Il y a le fameux hadith du prophète, la fameuse parole du prophète, la recherche de la connaissance est une obligation pour tout homme et toute femme en islam. Et donc il y a une très forte incitation à la recherche de la connaissance. Il y a aussi une incitation à la recherche de l'excellence dans ce domaine de la connaissance. C'est-à-dire pas seulement apprendre le minimum nécessaire pour réussir telle ou telle formation, mais aussi chercher à exceller en quelque sorte dans ce domaine de la connaissance qui n'est pas séparé du spirituel. Voyez ? Alors il y a déjà cette incitation. Il y a aussi, je crois, la volonté d'avoir des établissements qui puissent permettre aux enfants qui sont souvent issus de quartiers difficiles d'avoir accès à un enseignement de qualité. Parce que effectivement, l'école publique, on le sait, a une certaine dichotomie. Il y a ce qu'on appelle les établissements de centre-ville qui en général ont d'assez bons résultats, et puis les établissements de zones d'éducation prioritaire, les fameuses ZEP, où l'enseignement est beaucoup plus difficile. Ça explique aussi cette demande accrue qui a commencé à poindre, comme l'a dit tout à l'heure Abdelwadoud, vers le début des années 90. Et alors, très rapidement, on peut donner quelques chiffres. L'enseignement privé en France, c'est 2 millions d'élèves scolarisés, essentiellement dans l'enseignement privé catholique, 30 000 dans l'enseignement privé juif et seulement 1000 à 1200 dans l'enseignement privé musulman. Donc il y a aussi, je crois, cette prise de conscience que les différents acteurs de la communauté musulmane ont pris conscience il y a 10, 15, 20 ans, disons, maximum, de cette importance d'avoir un enseignement privé qui soit accessible aussi. Alors justement, prise de conscience, mais j'allais dire passage à l'acte, puisque la communauté musulmane s'organise. Et en région parisienne, un certain nombre d'institutions scolaires musulmanes ouvrent leurs portes. L'exemple de Mantes-la-Jolie, de l'école Eva de Vitré, cette école qui nous a ouvert ses portes. Voici donc les images que notre équipe a apportées. Depuis 2 ans, l'enseignement privé s'est enrichi d'une nouvelle école à Mantes-la-Jolie. Ce signe du drapeau de notre pays à l'entrée de l'école n'est pas du tout une posture stratégique, mais au contraire, il s'agit à terme de former des citoyens croyants, éclairés, vivants, contributeurs, qui participent également à la construction de notre société. Et notre école est aussi une école républicaine, au sens qu'elle fait l'apprentissage des valeurs qui nous sont communes, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité.
peux lui rappeler à quoi ça sert. Les parents ont de plus en plus une forte demande pour inscrire leurs enfants dans des établissements privés. Au demeurant, au lycée privé d'enseignement Notre-Dame, qui est un lycée d'enseignement privé catholique, je crois savoir qu'il y a à peu près 10% des effectifs qui doivent être de confession musulmane, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais qui montre bien comment les parents souhaitent retenir ce choix de l'enseignement privé. Le choix du nom de l'école, Eva de Vitré, symbolise notre enracinement dans le champ culturel de notre pays. Elle a également cheminé intellectuellement et spirituellement jusqu'à l'adhésion à l'islam et elle reflète cette quête du savoir inhérent à tout croyant. Le matin, à 8h10, ils rentrent en classe. Une fois qu'ils sont rentrés en classe, c'est leur professeur d'éveil spirituel qui les accueille et ils ont 20 minutes avec cette professeure. Sinon, pour le reste de la journée, c'est des domaines de discipline normales, ça dépend des jours, mathématiques, français, histoire, production d'écrits, voilà. On sent que les élèves sont très à l'aise. Moi, j'ai une classe de 19 élèves, donc j'ai la chance d'être très proche d'eux. Et puis, on a les moments en demi-groupe, donc on est très proche de chacun d'eux. Savoir écouter les autres, attendre mon tour de parole, c'est pas évident pour tout le monde, pour tous les enfants. Et ces moments-là, ils sont privilégiés pour mettre en place toutes ces règles. Aussi, l'avantage dans cette école, c'est qu'ils ont 4h30 d'arabe par semaine. Donc, c'est une autre langue qu'ils apprennent et qu'ils maîtriseront, en tout cas, on l'espère, en sortant de cette école. Le pôle pédagogique, c'est un groupe d'enseignants issus de l'éducation nationale qui sont bénévoles, qui accompagnent donc les enseignantes qui, elles, sont diplômées et rémunérées, mais également une orthophoniste et un spécialiste de la langue arabe. Donc le rôle de ce pôle pédagogique, c'est de veiller à l'application des programmes de l'éducation nationale, la bonne imbrication entre les enseignements généraux, l'enseignement de l'arabe et l'éveil spirituel. L'école est une école musulmane, elle est ouverte à tous les élèves, y compris à des non-musulmans. L'éveil spirituel est optionnel et c'est la raison pour laquelle, dans l'emploi du temps, c'est plutôt le matin de 8h15 à 8h30 pour laisser la liberté à ceux qui ne souhaitent pas y aller de pouvoir arriver pour 8h30 à l'école. Il n'a jamais été question de séparer filles et garçons dans cette école et ils ont tout à apprendre les uns des autres, donc l'idée ne nous est jamais venue. Il n'y a pas de sélection au niveau des élèves, la sélection se fait au niveau des parents. Ils doivent adhérer tout simplement au projet éducatif. La contribution des familles représente 45% du budget global de l'école. À nous, il nous appartient d'aller chercher l'autre moitié au travers de collectes de proximité. Ce sont les fidèles de notre territoire qui contribuent à combler le budget global de l'établissement. L'école accueille déjà 90 élèves répartis sur 4 classes, du CP au CM1. Et la liste d'attente est longue. Document signé Marie-Annick Le Guen. Alors, messieurs, d'abord un commentaire sur ce reportage dans une école de la banlieue parisienne qui n'est pas encore dans le contrat d'association. Tout à fait. On voit donc que le directeur explique que les frais d'inscription couvrent 45% du budget de l'école et qu'effectivement, il reste 55% du budget à trouver par des dons divers, etc. Mais ce qui est très intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit que l'éveil spirituel est optionnel. Il y a un éveil spirituel qui est proposé aux enfants et en même temps, les parents qui inscrivent leurs enfants et qui ne souhaitent pas que leur enfant participe à ce cours, eh bien, peuvent tout à fait prendre cette décision. Et c'est ce que l'on retrouve dans l'immense majorité des établissements privés musulmans. Dans les collèges et les lycées, il y a 1 heure par semaine d'éducation islamique, de tarbiya islamiyya, et elle est optionnelle, elle est non sujette à évaluation, il n'y a pas d'évaluation de cette matière, ce qui permet effectivement le brassage des populations et l'ouverture, disons, aux élèves de tous les horizons. Abdelwahid Dourouro, il n'y a pas que les écoles primaires, il y a aussi les collèges et les lycées. Vous êtes justement enseignant dans une institution supérieure, comment ça se passe ?
Mais juste aussi pour revenir sur ce reportage, parce que j'ai trouvé intéressant aussi d'entendre le maire de Mantes-la-Jolie qui disait que les musulmans étaient aussi scolarisés dans d'autres établissements privés, non pas nécessairement musulmans, mais catholiques aussi, pour montrer cet intérêt, ou peut-être cette recherche de la qualité du cadre pédagogique pour les enfants, et peut-être une vision de cette recherche du savoir, de cette recherche de la connaissance, peut-être qui est importante, justement, et qui doit être rappelée aussi. Les musulmans en témoignent, mais je crois qu'elle est aussi commune aux autres religions, montrer que le savoir, la connaissance, de manière générale, l'intelligence peut-être, est une qualité qui élève la personne et qui doit être valorisée autant que faire se peut. Alors pour répondre à votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans l'enseignement supérieur privé, on n'est pas encore arrivé, effectivement, à obtenir un cadre et les moyens suffisants. Avez-vous une idée sur le nombre de ces établissements en France? En France, donc quand on parle de l'enseignement supérieur, donc les instituts de sciences islamiques peut-être, ou de formation sciences humaines comme on appelle cela, ils sont 5, 6, à peu près une dizaine maximum entre 5 et 10 répartis dans les principales grandes villes, qui proposent un cursus plutôt en sciences religieuses, aussi en histoire ou en jurisprudence ou en sciences humaines. Mais là, effectivement, on n'est pas arrivé à une reconnaissance de la formation diplômante, parce qu'il y a des diplômes qui sont proposés en fin de cursus, mais qui ne sont pas encore reconnus, par l'État, comme permettant aussi une équivalence pour d'autres cursus universitaires publics. Alors, ces écoles-là se posent à ces écoles une double problématique. La première, c'est la formation du personnel compétent, et puis deuxièmement, le financement. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces deux questions-là ? Alors, pour la formation des professeurs, les établissements sous contrat ont l'obligation d'avoir des professeurs formés de la même façon que dans les établissements publics, donc avec les mêmes concours, disons. C'est-à-dire un enseignant dans une école islamique doit être sous contrat, mais il doit être diplômé comme tous les enseignants de France. Exactement. Alors, maintenant, quand l'école n'est pas sous contrat, lorsqu'elle est donc libre, il y a une nécessité de diplôme, mais pas de concours. Donc par exemple, dans une école primaire, on peut enseigner à partir du baccalauréat. Donc l'enseignant doit avoir au moins le baccalauréat. Maintenant, pour les établissements supérieurs, là c'est entièrement libre. Ils n'ont même pas le droit d'avoir le titre d'université. Il n'y a pas d'université privée musulmane. En tout cas, pas encore. Pas encore. Il y a des instituts, simplement. Et effectivement, le problème de la reconnaissance des diplômes est peut-être encore plus complexe et difficile à surmonter que simplement le problème de la mise sous contrat des collèges et des lycées. Il y a eu une tentative en 2008 avec l'Institut catholique de Paris qui a proposé un diplôme universitaire, interculturalité, religion et laïcité, qui était donc en partenariat avec l'Institut Razali de la mosquée de Paris. Donc c'est un institut supérieur aussi, mais encore une fois, ces diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Mais ce partenariat avait pour but justement d'amener à la reconnaissance des diplômes. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti, mais disons que c'est certainement l'initiative la plus poussée dans le domaine. Abdelwahid Gouraud, la question des financements est posée. Vous, par exemple, vous êtes enseignant dans une institution supérieure. Qui finance précisément cette institution ? Ce sont des financements propres et donc privés. On ne bénéficie pas de soutien financier de l'État, justement conformément à la loi de 1905. Mais on se rend compte que on peut trouver aussi les ressources, je pense aussi, au sein de la communauté, avec la volonté, effectivement, et l'organisation nécessaire. On peut arriver aussi à soutenir des projets comme ceci. Mais je crois qu'il y a la possibilité également, lorsque on dialogue avec les institutions, avec aussi les organismes aussi pédagogiques ou autres, de trouver des passerelles sur certains programmes, sur certaines disciplines. On parlait du cas de l'Université catholique de Paris avec l'Institut Al-Razali, à Lyon aussi avec l'Institut des hautes études islamiques ou l'Institut français de civilisation musulmane, la Grande Mosquée de Lyon, l'Université Lyon 3 et l'Institut catholique de Lyon. On a pu mettre aussi en place un certificat alors qui n'est pas justement
reconnu comme un diplôme universitaire, mais qui était un certificat pour notamment la formation des imams, la formation complémentaire des imams. Et c'était une expérience intéressante, justement, de partenariat entre les institutions religieuses, culturelles également, et universitaires, académiques, et bien sûr avec l'État français. Montrer qu'il est possible de trouver quand même des ponts, et de jeter des ponts et des disciplines dans un intérêt commun, qui est d'abord celui de la formation, de l'information, sur des sujets bien sûr qui sont d'actualité autour de l'islam, des questions contemporaines autour de l'islam et des religions. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Taïb Chouiref, de ce lycée Averroès à Lille. Et il a eu d'excellents résultats cette année. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, tout à fait. Ce lycée qui a un petit peu tracé la voie, disons, en étant le premier lycée sous contrat, en tout cas métropolitain, ça leur a permis de devenir maintenant un lycée-collège. Donc ils ont ouvert 2 classes de 6e et de 5e pour la partie collège. À la rentrée prochaine, ils vont ouvrir une classe orientale, arabe, donc, où la langue arabe aura une place plus importante. Et ils ont déjà ouvert une section européenne anglais. Donc c'est une seconde où l'anglais, à peu près la moitié des enseignements sont faits en anglais. Donc vous êtes optimiste aussi, Abdelwahid Gourou ? Plutôt optimiste, mais je crois que pour peut-être faire en sorte que cet optimisme soit partagé et que les bénéfices aussi de l'expérience de l'enseignement privé, pas seulement musulman d'ailleurs, mais aussi catholique ou confessionnel ou autre, puisse être aussi montré peut-être un exemple de réussite, et il n'appartient pas seulement à l'enseignement privé, mais aussi public, mais montrer comment peut-être on peut aussi faire en sorte que même dans l'enseignement public, j'ose le dire même en France, que cet enseignement aussi du fait religieux, comme on l'appelle, puisse aussi aider les élèves à avoir peut-être des clés supplémentaires pour mieux comprendre le monde, et surtout aujourd'hui savoir discerner. Voilà, avec tout ce qu'on raconte sur l'islam dans les médias ou autres, et France 2 a un grand rôle justement à jouer pour casser ces préjugés, mais je crois que l'enseignement aussi dans l'établissement public concernant certaines questions aussi éthiques, des valeurs civiques et pas seulement religieuses, doit être aussi valorisé, et il y a peut-être un échange d'expériences là aussi à mettre en place pour que les uns et les autres, finalement, dans notre société aujourd'hui, puissent travailler ensemble et non pas vivre séparément dans des enclos fermés. Merci de nous avoir enseigné sur l'enseignement islamique en France. Alors, pour prolonger cette émission, de vous, Taïb Chouiref, les enseignements spirituels du prophète, aux éditions Tasmim. Cheikh Abdelwahid Pahlavichi, qui est un professeur justement à l'Institut des hautes études islamiques, vous connaissez très bien cette grande figure de l'islam, l'islam intérieur, message d'un maître soufi aux éditions Bartia. Les défis de l'intégration à l'école, recommandations relatives à l'expression religieuse dans les espaces publics de la République. C'est un rapport qui date de 2010 aux éditions de la documentation française, de Habib Hafez, les écoles éducatives dans la civilisation islamique, avec une préface de Gilbert Grand-Guillaume. Et puis, notre cher disparu Mohamed Harkoun, il avait présidé à la rédaction d'un ouvrage monumental qui reste comme un des ouvrages essentiels pour connaître l'islam et les musulmans de France, Histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à aujourd'hui, aux éditions Livre de Poche, La Pocothèque. Justement, très bel hommage rendu à Mohamed Harkoun récemment par le maire de Paris en baptisant cette bibliothèque du 5e arrondissement du nom de Mohamed Harkoun. Et d'une certaine manière, c'est à lui que nous dédions cette émission. La bibliothèque Mouffetard, dans le 5e arrondissement de Paris, portera désormais le nom de Mohamed Harkoun. En rebaptisant ce lieu symbolique de la culture, dans le quartier de la Sorbonne où il enseignait, la mairie de Paris rend hommage à une grande figure de la pensée et à un artisan du dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. À l'invitation de Bertrand Delanoë, les proches, amis et disciples de Mohamed Harkoun, ainsi que de nombreuses personnalités, ont assisté à l'inauguration. Mohamed Harkoun n'était pas seulement kabyle, algérien, maghrébin, français, européen. Il était tout cela à la fois. Il était universel. J'ai souvent entendu dire mon mari, le savoir est la seule chose que vous recevez et que personne ne pourra jamais vous enlever. Indéniablement, Mohamed Harkoun nous manque. Il nous manque aujourd'hui et sa pensée nous manque. Je veux voir un signe d'espoir dans la coïncidence extraordinaire qu'il y a entre l'inauguration de cette bibliothèque ici, dans cet arrondissement auquel il était très attaché, dans cette ville qu'il aimait, en la présence de sa famille,
et l'annonce qui vient d'être faite que à Tizi Ouzou, donc en Grande Kabylie, allait être ouverte également une bibliothèque Mohamed Harkoun. Si j'ai voulu aussi que Paris donne le nom de Mohamed Harkoun à un établissement public, cela veut dire que je veux inscrire les valeurs de Paris dans la fidélité au message universel, je vous remercie d'avoir employé le mot, de Mohamed Harkoun. Si sa disparition en septembre 2010 est passée presque inaperçue, l'œuvre originale et courageuse de Mohamed Harkoun s'inscrit dans la tradition féconde de l'islam des Lumières. Elle mérite une place de choix dans toutes les bibliothèques. Je voulais que Paris inscrive le nom de Mohamed Harkoun dans son identité profonde. Parce que cet homme a été un intellectuel brillant, a été quelqu'un qui a rassemblé, qui a participé beaucoup au dialogue entre des gens différents et qui surtout a été en permanence un homme d'intelligence et de paix en même temps. C'est un modèle d'intellectuel au service de la fraternité. J'ai été ami et collègue du professeur Mohamed Harkoun. Nous avons siégé ensemble au conseil d'administration de l'Institut. Nous avons travaillé ensemble en connivence sur le plan stratégique et intellectuel. Il m'a aidé à mettre en place une nouvelle unité de programme combinant études islamiques et sciences humaines, ce qui est très inhabituel. Je crois que la pensée d'Harkoun était une pensée d'avant-garde qui n'a pas été comprise de son temps, aussi bien en Algérie qu'en France, que dans le monde arabe. Finalement, il était révéré, mais un peu comme une pièce de musée d'une certaine façon. La fécondation immense qu'il y a dans son œuvre est une œuvre qui est profondément subversive par rapport aux traditions héritées, n'a pas été prise en compte. La grande qualité pédagogique de Mohamed Harkoun, c'est que quand il s'exprimait oralement, il était aux antipodes de ce langage universitaire qu'il utilisait, bien entendu, et c'est normal pour ses ouvrages, mais il savait simplifier les choses, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire les faire passer, les rendre compréhensibles. Donc je pense qu'il doit rassembler tous les gens ouverts, comme le disait le maire de Paris, qui se sentent vraiment appartenir à cette, il n'a pas dit c'est, à cette civilisation euro-méditerranéenne. Je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut lui rendre. J'espère que cette initiative servira d'exemple, surtout dans nos pays arabes où on a grandement besoin de bibliothèques, de centres de culture pour propager non seulement la pensée de mon mari, mais des intellectuels en général. J'ai créé la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures à Casablanca. Parallèlement à ça, j'ai créé le site parce que depuis sa disparition, tout le monde me disait que sa parole manquait. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas meilleur moyen que d'avoir un site où j'ai mis la plupart de ces enregistrements audio et vidéo, surtout des conférences, des cours, qui ont été écoutés par très peu de personnes, alors que là, ils atteignent des milliers et j'espère après des millions d'internautes par la suite. Allahumma salli wa sallim wa barik